Super, on est tous là. Merci beaucoup. Ouais, sous le feu de la rampe pour Karine. Donc, merci beaucoup. La traditionnelle table ronde des AG, des congrès, tout ça, des UR, on y a toujours droit. Les scopes, l'idée, c'est vraiment mettre en valeur maintenant notre boulot. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Donner à voir, donner envie aussi. Parce que dans cette salle, il y a des scopes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il y en a aussi qui ont 6 mois, des scopes, des SIC, des CAE, des coopératives qui sont aussi toutes jeunes. Et ça fait du bien, de temps en temps, de pouvoir discuter aussi de nos valeurs communes, de voir pourquoi est-ce qu'on a monté nos projets, pourquoi est-ce qu'on continue dans notre projet, et puis discuter aussi de certains sujets un peu plus compliqués. Financement, parfois, de temps en temps, comment on met en place la démocratie, la gouvernance. Bon, tout ça, c'est dans notre ADN, mais ça marche plus ou moins bien en fonction... des projets, en fonction du moment, en fonction des gens, en fonction de plein de choses. Donc, pour parler de ce sujet-là, on a décidé cette année de créer cette table ronde un petit peu comme un chemin. En gros, de montrer comment, d'une volonté individuelle, parce qu'on parle toujours de collectif en coopérative, mais finalement, le collectif, au départ, c'est une multiplication d'individus. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et après, ça prend une grande ampleur, ça se démultiplie. Mais d'abord, ce sont des personnes une personne, 2 personnes, 3 personnes qui se disent « Allez, et si on montait une boîte en coopérative? Et si on reprenait une boîte en coopérative ?» Et ça, je pense que ces valeurs-là aussi, on a voulu les mettre en avant et montrer qu'il y a des gens aussi à l'origine des projets. Donc on va partir de ça, de ces destins personnels, et comment de là, on arrive à des projets collectifs, coopératifs. Ensuite, comment est-ce que ça fonctionne? Comment on organise cette entreprise? Voilà, l'organisation, la gouvernance, on en a parlé. Comment on la fait tourner? Où est-ce qu'on va trouver l'argent, le capital? Et Jacques en a parlé tout à l'heure, c'est pas toujours évident. Marianne, ça a capoté, faute de capital au départ. Et puis, comment on s'ouvre? Parce qu'une fois qu'on a notre boîte, notre coopérative, qu'elle tourne, comment on rayonne? Et comment on travaille ensemble? Et comment on œuvre pour le mouvement, pour aller encore au-delà de notre propre coopérative? Et ça, c'est tout l'enjeu aussi des congrès, régionaux, nationaux, c'est comment on devient un véritable modèle économique de société. Donc le programme est quand même assez ambitieux, nous avons 40 minutes, pour parler de ce sujet avec nous. Donc, allez, on va commencer par le local, vous m'excusez, mais voilà, le local, on rigole, la Corse. Le plus local. Pardon, c'est l'international, on n'est plus en France, on n'est plus en Bacaille, on n'est plus... voilà. L'international, donc la Corse, avec donc la SCOP, veuillez m'excuser sur la prononciation, la SIC, pardon, veuillez m'excuser pour la prononciation Oretsa, quelque chose comme ça à peu près. Voilà, avec donc vous, Karine Bali, directrice générale Oretsa, vous avez pu voir, c'est une SIC qui produit de l'eau en bouteille gazeuse, en Corse. Donc ensuite, toujours dans le local, je poursuis avec les femmes, le grenier, finalement, le grenier, donc Biocop à Gap, et c'est vous, Juliette Chenal, qui allez pouvoir nous parler de cette transformation en SCOP, cette fois-ci, en SCOP. Olivier Leberquier, SCOPTI, ça y est, alors là on rentre dans l'emblématique, on y va, la SCOPTI, donc avec Olivier. Donc, SCOP, reprise en SCOP il y a 11 ans maintenant, à la suite d'une lutte sociale très forte. Voilà, vous pouvez les applaudir pour ceux qui le souhaitent. Très médiatisée. 1336 jours de lutte comme votre marque. Et enfin, on vous a annoncé, allons-y, Duralex, donc les rois de la levée de fonds. Bonjour. Ils viennent d'un pays où il fait beau, alors qu'ici il pleut, donc... Exactement, à Lille il fait beau, ils ici reviennent de Lille. C'est pas terrible. Et donc Alexia Avril, vous êtes présidente de conseil d'administration d'une SCOP de l'industrie, merci en tant que femme, bravo. Et François Marciano, directeur général. Bonjour tout le monde. Allez, je m'assois. Donc merci à tous les 5 d'être parmi nous. Alors, vous avez tous râlé, vous l'avez fait lorsqu'on préparait la table ronde, j'espère que vous le ferez plus maintenant. Il va falloir parler un tout petit peu de vous, vous prenez 1 minute ou 2 minutes chacun, pour nous expliquer vraiment, selon votre situation, qui n'était absolument pas la même,
une lutte syndicale, une reprise, au contraire un projet politique. Enfin, à chaque fois, on est sur des projets différents. Comment vous, en tant qu'individu, vous êtes retrouvé à un moment à vous dire bon, eh ben, si je m'engageais dans une coopérative, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Quelles valeurs vous avez eues? Qu'est-ce qui s'est passé pour d'un coup vous disiez allez, je vais participer à la création d'une SCOP ou d'une SIC? Qui est-ce qui se lance? Olivier, je vous regarde. Ouais, je vous regarde, je vous sens bien là-dessus. Allez. Bonjour à tous. Bon, ça s'est pas fait comme ça. Nous a annoncé le projet de fermeture du site, la direction d'Unilever en septembre 2010, le 28 septembre 2010. On s'est pas levé le 29 en se disant on va faire une coopérative. C'est pas fait comme ça. On s'est tout de suite mis en ordre de bataille pour se battre, pour conserver notre emploi et l'outil industriel. Et alors, qu'est-ce qui fait, moi, à titre personnel, ça s'entend, j'ai pas l'accent qui chante de tous mes petits camarades provençaux. Moi, je suis un Normand pur souche, et j'avais déjà vécu, j'étais déjà le délégué syndical CGT à l'époque de l'usine du Havre, qui avait fermé en 98 avec une délocalisation à Marseille, et on était descendu à 52 familles du Havre, parce qu'on nous avait expliqué que l'avenir pour nous, c'était à Marseille. Et après, en 2010, on venait me dire que c'était plus à Marseille, c'était à Katowice, en Pologne. Donc on s'est dit, on va peut-être arrêter de faire des voyages. Et donc, surtout, alors moi, à titre personnel, tout à l'heure, il y a eu ça me permet, parce que je n'ai pas réagi sur le débat d'avant, de dire un petit truc qui me chatouille. Quand on est, nous, en France, donneurs de leçons sur pays soi-disant démocratique, pays des droits de l'homme, moi, si je me retrouve à Marseille en 98, c'est parce que j'étais délégué syndical à 30 ans, et j'ai mené un conflit au Havre pendant 18 mois, avec mon oncle qui a été dans la presse, etc., issu d'une famille militante. Et puis, très rapidement, à l'époque, j'avais 2 enfants de 6 et 10 ans, je me suis aperçu que ma seule solution pour moi, si je voulais continuer à travailler, c'était de descendre à Marseille, parce que j'étais sur une liste rouge, uniquement parce que j'avais eu le malheur de vouloir me battre pour simplement avoir le choix de rester au Havre, continuer à travailler auprès de mes proches, enfin avec ma famille autour de moi. Ce qui veut dire que, voilà... Je ne suis pas certain qu'on soit dans un pays aussi démocratique que ça. Quand on simplement se bat pour défendre ses droits, après, derrière, il y a des conséquences. Et si on était vraiment dans un pays libre, ça ne devrait pas exister. Donc je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Déjà, même s'il y a peut-être des choses qu'on peut faire ici en France, on est loin d'être un modèle. Et donc du coup, moi et d'autres de mes camarades, on s'est dit, le seul moyen de l'avoir, déjà on est en fausse située, on est en 2010, avec un marché de l'emploi qui est compliqué, et avec une population, notamment de femmes, qui avaient fait toute leur carrière à Fralib, qui étaient rentrées à 16-17 ans au Thé de l'Éléphant avant à Marseille, ou au Havre au Thé Lipton, et donc qui avaient fait toute leur carrière à Fralib, retrouver du travail à ce moment-là, on sait très bien que ça aurait été très compliqué pour elles, et pour les hommes aussi. Et donc le meilleur moyen de conserver un emploi quand on rentre dans un conflit comme ça, c'est de conserver celui qu'on a. Donc c'est pour ça qu'on est rentré dans cette bagarre. Et après, très rapidement, parce qu'on s'affrontait à la multinationale Unilever, on savait que le meilleur moyen de pouvoir conserver un emploi et de conserver l'outil industriel, c'était de porter un projet alternatif. Puisqu'en fait, alors on savait pas que ça allait nous emmener sur une bataille qui allait durer aussi longtemps que ça, mais quand on rentre en septembre 2010 dans la bagarre, on rentre dans toutes les procédures, ça ne joue pas ces détails, mais dès le 3 janvier 2011, on commence à présenter un document qui s'appelle « Pour une solution alternative à la fermeture du site de Gémenos ». Et à partir de là, assez rapidement est venue l'idée de se réapproprier l'outil industriel. Et forcément, derrière, on a choisi le modèle coopératif. Avec le succès qu'on connaît. Voilà. Super. Juliette, vous, de votre côté, au niveau de la Biocop, comment est-ce que ça s'est passé? Vous travailliez déjà à la Biocop à ce moment-là? Comment ça s'est créé? Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée à la Biocop il y a 8 ans maintenant. Et donc, nous, on s'est transformé en SCOP l'année dernière, en juin 2024. Donc, on est une toute jeune SCOP. C'est notre premier congrès URSCOP. On est très contents d'être là. Et en fait, on était une coopérative de consommateurs. Donc, ça s'est fait beaucoup moins violemment que pour d'autres. Même si, voilà, on avait ouvert 4 magasins. Donc la coopérative Le Grenier, ça date de 81. Ensuite, donc c'était vraiment des consommateurs historiquement qui s'étaient dit, nous on veut manger du bio, du bon, du local, et donc on va s'échanger des produits dans un grenier, d'où notre nom Le Grenier. Et après, on a rejoint le réseau Biocop dans les années 90. Donc, on a été dans les premières coopératives à rejoindre le réseau Biocop. Et après, on a ouvert un premier magasin qui existe toujours en 2001, puis un deuxième en 2013, puis un troisième en 2015, puis un quatrième en 2018. Et en 2023, on en ferme 2.
Crise du Covid, crise de la bio, pas le choix, on se retrouve à fermer les 2 petits magasins, et donc qui correspondaient à 10 emplois. On annonce ça à nos coopérateurs de l'époque, qui étaient donc nos consommateurs. Donc on fait une réunion où il y avait une 50aine de consommateurs, ce qui était énorme à l'époque. On comptait à peu près 2500 coopérateurs, donc 2500 consommateurs qui avaient acheté des parts sociales de l'entreprise, qui avaient donc le pouvoir sur l'entreprise. Et donc on fait une réunion avec une 50aine de personnes, ce qui était énorme comme présentiel, avec une 10-15 salariés qui étaient présents. Et on leur dit, voilà, c'est très compliqué la situation. On va très probablement devoir fermer 2 magasins dans les prochains mois. Et là, on s'est retrouvé face à un truc kafkaïen, un peu lunaire, où on se retrouve avec des consommateurs qui lèvent la main pour dire ah mais du coup vous n'avez pas bien géré, ah mais du coup ça veut dire qu'on n'aura pas de ristourne à la fin de l'année, mais moi ça m'arrange pas parce que je faisais mes courses en centre-ville, du coup va falloir que je prenne la voiture pour aller dans l'autre magasin, ça m'arrange pas du tout. Et là on a des salariés qui sont levés pour la première fois, parce que pour la plupart des salariés qui étaient présents, ils étaient ni membres du conseil de surveillance ni membres du directoire, qui sont levés pour prendre la parole face à ces consommateurs qui étaient littéralement en larmes devant eux, en se rendant compte en fait de cette dissonance qu'il y avait, en se disant mais en fait on est en train de vous dire qu'on va perdre notre outil de travail, qu'on va peut-être perdre notre emploi, que nous on est extrêmement triste de vous faire perdre ce service de proximité qu'on avait avec ces 2 petits magasins, et vous nous répondez ristourne et mauvaise gestion. Enfin, on est où? C'est assez. Donc voilà. Donc ça c'était en 2023. Donc cette réunion-là c'était fin 2022. Donc ensuite en 2023 on ferme ces 2 magasins. Et fin 2023, on commence à se dire, à avoir cette idée qui commence à bien germer de scope, et de se dire il y a quand même vraiment un truc où on n'est plus une coopérative de consommateurs. Nos consommateurs ne sont plus là pour nous, et il y avait vraiment ce sentiment d'appartenance des salariés et de soutien et de famille, en fait, de se dire en fait on a perdu 2 magasins sur 4, c'est énorme. On a réussi à faire des ruptures conventionnelles, ce qui a fait qu'on a pu garder tous les salariés qui ont voulu rester. Donc c'est que les salariés qui étaient là depuis un moment ou qui avaient d'autres projets qui sont partis. Et donc tous les salariés qui voulaient rester sont restés. Il y a eu 10 départs volontaires. Les équipes ont été restructurées parce que du coup des gens des petits magasins sont partis dans les grands magasins, etc. Et ça a fait toute une nouvelle dynamique. Et donc on a proposé à nos coopérateurs, on leur a dit voilà, en fait on aimerait bien reprendre l'entreprise nous. Parce qu'on sent qu'il y a cette dissonance. Donc, c'est notre outil, c'est notre entreprise, on aimerait bien la reprendre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, à l'unanimité, ils ont dit ok, allez-y, travaillez sur le projet si vous voulez. Et 1 an plus tard, on a présenté en Assemblée Générale le projet de transition, et on s'est transformé en SCOP en juin 2024. Parfait, merci beaucoup. Donc, plus facile, mais pas simple non plus. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends aussi. Moins violent, mais quand même des larmes. Alexia, parce que je vous garde pour la fin. Karine, parce que c'est vraiment original. Voilà, vraiment, j'avais jamais entendu cette histoire-là, donc ça m'a beaucoup plu. Mais là aussi, là, c'est dur, Alex, et là, c'est génial. Alexia, vous nous racontez qu'est-ce qui s'est passé? Comment une entreprise, c'est la classique, hein, une entreprise détenue par une holding qui gagne de l'argent, mais pas assez, c'est ça. Donc on la jette. Oui, c'est ça. Pas du tout. On laisse tomber. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ouais, mais là, j'ai posé la question à Alexia. Mais c'est pas ça. Eh ben Alexia, allez, comment ça s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu en vous où vous vous êtes dit, allez là, cette fois, c'est bon, c'est à nous, on le prend quoi? Moi, c'est pareil, j'ai 8 ans d'ancienneté chez Duralex, et j'ai vécu aussi 2 redressements judiciaires, mais à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Faut qu'on soit maître de notre outil de travail. Donc, on s'est dit, allez hop, on part en scope tous ensemble. C'est ce qu'on a fait. Alors, je vous avais demandé une réponse courte. Je pense que là, on est bon. Ouais, on est bon, là. Je pense qu'on est super bon. Vous préférez développer un petit peu ou c'est François qui... il peut développer. François, il développe? Allez, ça marche. Ouais, alors non, pas du tout. Là, vous êtes vraiment sur le méchant patron. En fait, Duralex appartenait à une holding. Ils ont fait une opération à 10. Alors, je ne sais pas si vous y connaissez dans ces manipulations de holding, mais vous mettez une ligne de 10 millions sur l'entreprise, puis une deuxième, puis une troisième. Vous mettez 40 millions de dettes et vous dites en 4 lignes, l'entreprise me doit 40 millions, elle est morte. C'est ce qui s'est passé le 24 avril 2024. Ils se débarrassaient de 40 millions de dettes au niveau de la holding en se débarrassant de Duralex. Ils avaient déjà tout monté, ils avaient monté ça avec Bercy, tout était fait, et ils voulaient fermer Duralex.
on a dit, on va Donc appeler... François travaillait déjà dans l'entreprise aussi. Hein. Oui, alors j'étais dirigeant du site. Et on a dit, on va faire une LBO, on va faire autre chose de cette entreprise. Hein, parce que, en fait, nous, les salariés, on connaissait la maladie Duralex. Duralex avait une seule maladie, c'est qu'il manquait un étage à la fusée, l'étage commercial et marketing. Duralex n'avait pas de nouveauté depuis 1997 et il n'y a pas eu d'investissement chez Duralex depuis 30 ans. Donc imaginez un peu l'état de l'entreprise et imaginez un petit peu l'état des réseaux. Donc vous aviez, dans chaque pays, on vend un bol, on vend 2 verres, mais on ne vendait pas les 300 références dans tous les pays. Donc c'était vraiment la maladie de Duralex. Il fallait trouver une solution. On avait donc un projet industriel qui tenait la route. Le délai était très court. Et puis on s'est dit, mais même cause, mêmes effets. Si on recommence, Duralex n'est pas capable de rémunérer des actionnaires. Il fallait trouver notre solution. La solution, on se l'est vu entre nous. On s'est dit, et si on faisait une coopérative? Et on nous a dit, il y a un truc qui s'appelle les scopes. On a donc appelé l'URSCOP, et après, vous connaissez la suite. Hein, donc, je ne vais pas vous expliquer. Parfait. Et la suite, c'est le succès qu'on connaît. On en est à 1 an. Hein, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais c'est bien parti. 18 mois. Mais c'est bien parti, on est bien parti. Super. Karine, une SIC, ouais, vous pouvez applaudir. Hein, on va aller. Karine, une SIC, la seule SIC du plateau, donc Société coopérative d'intérêt collectif. Alors vous, c'est là où je disais que c'était quand même assez particulier, c'est que vous êtes issu des pouvoirs publics. Et alors, comment vous êtes devenu, comment une haute fonctionnaire en vient à se dire, tiens, si je montais une SIC? Voilà, ça c'est un joli résumé. Voilà, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Effectivement, pour tordre aussi un peu le cou à ce qui s'est dit précédemment, bien que la conférence ait été d'un niveau assez exceptionnel, c'est les pouvoirs publics, en fait, qui ont voulu, parce qu'il y a un positionnement fort de la nouvelle mandature nationaliste en Corse, positionner une SCIC sur cet outil qui appartient à la collectivité de Corse. C'est-à-dire que la société, pas la société justement, mais la source des eaux d'Orez est sur un site public. Et donc elle a été gérée pendant des années par un entrepreneur privé qui était là pour faire du privé. Et on a eu 2 phases. On a eu une première phase avec l'entrepreneur historique, M. Mora, qui avait une vraie volonté de développer son territoire. Il était issu du territoire de Castaniche. Donc il a fait un vrai projet d'entreprise autour de la société d'Orez et on lui doit la renommée de ce produit. Mais malheureusement, il est décédé et sa femme n'a pas repris les choses dans l'esprit qu'avait son mari, donc avec une politique sociale très dure, peu de préoccupations sur l'environnement et pas du tout de retombées économiques sur le territoire. Puisqu'avec les bénéfices d'Orez, accessoirement, c'est la parenthèse, elle faisait de l'immobilier à Monaco. Donc on n'était pas du tout dans le... Voilà. Donc la nouvelle mandature nationaliste a repris le bébé, puisqu'on prenait tout. Et on prenait le passif. Donc on lui a donné une convention, on lui a fait une convention de 4 ans en lui disant voilà, c'est 4 ans, mais c'est terminé. Donc pendant 4 ans, on va réfléchir. Donc là, les salariés se sont un petit peu agités, effectivement, en disant mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ils sont allés voir la Fédération des Scopes et ils ont été accompagnés pour monter une scope. Et là, on a découvert le modèle SCIC. Et donc, comme l'outil nous appartient, en tant que collectivité de Corse, on a dit, allez, banco, on y va nous aussi. Et donc, il a fallu monter le dossier. C'est là que je suis rentrée dans l'histoire. Voilà. Donc, de manière administrative, j'ai monté le dossier. Et je me suis attachée. Voilà, effectivement, c'est là qu'on retrouve la dimension parcours personnel, où voilà, après l'avoir accompagnée, j'étais censée rendre les clés le 25 février 2025 en disant voilà, c'est fait, à vous de jouer maintenant. Et puis le président m'a dit oh, vous pouvez pas rester encore un peu. J'ai dit oui. Et puis oui. Et là, le 9 octobre, on m'a demandé de prendre la direction générale et j'ai accepté. Et ça a été voté. Et voilà, donc je suis... en train de prendre le bébé. Voilà. Eh ben bravo, ça y est.
C'est souvent ce qu'on dit, hein. Une fois qu'on a mis le pied dans le modèle coopératif, après pour bosser ailleurs, c'est tendu. Donc faisons prospérer nos boîtes. Hein, voilà. Donc Juliette, je repars avec vous. Hop, vous êtes tout un groupe de salariés. Vous vous dites, allez, c'est bon, on monte une scope pour gérer nos magasins. Ok, l'idée, elle est jolie, mais comment vous vous organisez? Parce que passer d'une coopérative de consommateurs avec 2500 personnes qui connaissent pas l'outil de production, j'ai envie de dire, et des salariés qui le maîtrisent, mais par contre, comment on s'organise? Comment est-ce qu'on met en place la gouvernance? Vous avez fait des réunions, j'imagine, vous êtes appuyé sur l'UR. Comment ça s'est passé? Il y a eu des heurts ou au contraire, ça a été limpide du début à la fin? En fait, la chance, c'est ce qui a vraiment soudé les équipes, c'est ce passage un peu compliqué de fermeture de 2 magasins, et c'est ça qui a vraiment conforté les équipes et a donné en fait la force aux salariés de croire à ce projet Scope, de se dire en fait, il y a que nous qui sommes à ce point attachés à notre outil de travail. Et du coup, on a eu directement, quasiment, on est 38 salariés, actuellement on est 20 salariés associés, il n'y a pas on n'est pas obligé de devenir associé dans notre scope. Et en fait, très rapidement, on a eu 10-15 salariés qui étaient intéressés par l'idée. Donc c'est déjà un très bon point de départ, mais avec quand même cette peur commune de se dire mais on ne sait pas faire. Enfin, on est qui nous pour reprendre une entreprise, comment ça va se passer? Et donc là on a contacté l'URSCOP et en plus nous le projet au début on s'est dit d'ici 3-5 ans, et puis on va d'abord redresser la boîte avant de reprendre en scope, histoire d'avoir un outil viable. Et notre ancien directeur général, que je remercie encore, parce que c'est aussi grâce à lui que ça s'est fait, parce qu'il a accompagné jusqu'au bout le projet scope, et il est parti à l'Assemblée générale de transformation en scope. Et on s'était dit, voilà, on va d'abord être sûr d'avoir un outil stable pour se transformer en scope. Et c'est là que l'URSCOP nous a dit, pas du tout. Faites-le maintenant, l'opportunité est là, parce que justement on a eu cette opportunité de passer en capitaux propres négatifs et du coup de pouvoir réinjecter un peu ce qu'on voulait pour racheter en fait l'entreprise, que les salariés puissent racheter l'entreprise, ce qui a facilité en fait financièrement le rachat de l'entreprise. Et du coup ça nous a mis un peu le truc de se dire oulala, on nous dit il faut le faire tout de suite, et ben donc allons-y, voyons voir si on est capable de le faire tout de suite. Et ça a activé un peu le truc, et donc on a eu des rendez-vous avec l'URSCOP, on a eu beaucoup de réunions entre nous, beaucoup de réunions aussi informelles. Au début, c'était beaucoup boire des bières chez les uns chez les autres, discuter sur le lieu de travail, en dehors du travail, boire des bières chez Jérémy, ici présent. Ça en fait des bières. Mais ça a fait plein d'idées et plein de force. Et à force de réunions, en fait, en 6 mois quasiment, oui, en un tout petit peu plus de 6 mois, on a du coup écrit des statuts, élu un conseil d'administration, choisi une type de gouvernance, et on a acté que du coup, en ce temps court, on n'aurait pas le temps de créer toute la gouvernance avant la transformation en scope. Et du coup, on a accepté de se dire, ok, on va partir sur les statuts, sur l'essentiel, quel format on veut, on reste en SA, donc SA Scope, c'est conseil d'administration, direction générale, donc on élit un conseil d'administration, on se donne 6 mois pour faire une passation de l'ancien DG avec la nouvelle DG que je suis, de formation du conseil d'administration avec l'URSCOP, donc les 3 jours de formation, entre autres, et d'organisation de tout ça sur tout l'aspect très technique, opérationnel et juridique. Et depuis juin, donc on s'est transformé en juin 2024, et depuis début juin 2024, on a fait appel à une facilitatrice avec qui on fait des réunions régulièrement avec l'ensemble des associés pour co-construire ensemble et sans délai très court, la gouvernance dont on a envie. Et donc là, une grosse année après le début de ce travail, on arrive un peu à l'aboutissement de quelle gouvernance on veut, et à un rythme effectivement de réunions de 1 fois par mois, 1 fois toutes les 2 semaines de réunions associées depuis la création, enfin depuis même 7 mois avant la création. On se réunit toutes les 2 semaines en gros avec l'ensemble des associés, donc avec les 20 salariés associés. Ouais, donc il y a une vraie vie coopérative, hein. Ça fonctionne bien. Dans vos 2 reprises à tous les 3, là, j'ai envie de vous poser un petit peu la même question, mais je me dis, on va partir des Fralib, mais pour vous, c'est un petit peu la même histoire. Est-ce qu'à un moment, un groupe de salariés qui travaillent dans l'industrie, sous l'égide, pour Fralib, d'une multinationale, se dit, OK, allez, je reprends en scope, on est tous ensemble, il y a une émulsion qui se met en place, on est motivés et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a quand même des personnes qui craquent ou qui doutent ou qui...
qui craignent un peu de leur légitimité en termes de compétences. Ça, vous, Alexia, ça vous est pas du tout arrivé? Il n'y a aucun moment où vous êtes dit j'aurais pas le cran, quoi, je vais pas y arriver. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Bah non, parce qu'on est bien entouré. Mais vous êtes mon maître Ramejab. Non, aucun doute de toute l'équipe. Les salariés, tout le monde s'est dit on va y aller et on va y arriver. On a quand même 138 salariés qui nous ont suivis dans le projet Scope. Donc, sur combien? Sur 226 à la reprise. Ouais, plus de la moitié, quoi. Bah ouais. Donc on était suivis quand même. Donc on a fait pas mal de réunions d'information, tout ça, pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Donc à partir du moment où il y a plus de la moitié des salariés qui vous suivent, c'est que c'est quand même un bon projet, quoi. Mais ça, j'en doute pas. Mais le fait d'avoir eu cette force collective, ce que j'entends, c'est que finalement, les doutes que vous auriez pu avoir, ça les a fait sauter parce que vous étiez tous ensemble et la confiance, elle était là. Il n'y avait plus droit à l'erreur, quoi. Fallait y aller. C'est ça. Donc de toute façon, plus on est de monde, plus on est fort. Bravo. Bravo. François, Olivier, oui. Même histoire. Vous n'avez pas douté au niveau de la légitimité? Il n'y a pas eu un moment où on se dit merde, après Unilever, nous on reprend, là, Gémenos, on y va? Non, c'est pas la même histoire, parce que l'histoire de Duralex est différente. C'est reprise à la barre, c'est tribunal de commerce, etc. C'est le dirigeant de l'époque qui porte. Continue, ouais, nous, ouais. Si c'était le directeur de Fralib qui est venu, qui avait été cherché chez Coca-Cola pour venir fermer l'usine, qui avait porté le projet de Scope, je serais pas là pour en parler. Donc du coup, c'est pas du tout la même histoire. Et nous, c'est un conflit social, encore une fois, qui a duré près de 4 ans. Et donc du coup, le côté positif, que c'est dur de mener un combat social pendant 4 ans, je peux vous garantir que ça fait du dégât. Si on n'a pas le soutien de ses proches, on a des familles qui ont explosé. Hein. Donc on était 182 à l'annonce de la fermeture, on a lutté jusqu'au bout à 76. Donc 76 tout seul, ça paraît pas beaucoup, mais 76, c'est quasiment la moitié de l'effectif de départ au bout de 4 ans. Donc c'est énorme. Et le côté positif que de la longueur de la lutte, c'est que ça nous a permis de construire et de préparer le projet alternatif qui allait devenir du coup une coopérative. Et comment on a fait dans les 76 qu'on luttait jusqu'au bout, certains et certaines doutaient, ne savaient pas, ils disaient mais nous on ne sera pas capable de faire ça. D'autant plus qu'on les a pas mis de côté, les cadres. On avait une dizaine de cadres sur le site, il y a à part un qui a suivi pendant 2 ans pendant la lutte, qui a trouvé une autre solution individuelle qui est partie, mais sinon ils n'ont pas suivi. Donc du coup il y a que des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise qui sont repartis. Donc beaucoup s'interrogeaient sur comment on allait pouvoir faire et douter, ça c'est clair. Et nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché de l'Union régionale des Scots. Je me souviens à l'époque c'était Olivier Acarion qui nous suivait. On a mis un certain nombre de réunions en place pour expliquer ce que c'était une coopérative, etc. Et l'élément, moi je l'ai comme ça en tête, un peu l'élément déclencheur dans le collectif qui s'est dit on va pouvoir le faire, c'est qu'on avait organisé à l'été, on occupait l'usine complètement illicitement, pas parce qu'on voulait faire les Robins des Bois, mais parce que le code du travail en France permet pas, comme dans certaines juridictions où quand ils font certaines on parlait de la justice tout à l'heure, la justice elle n'est pas équivalente pour tout le monde, hein, pour les travailleurs. Quand on fait appel d'une décision, la décision commence à s'appliquer, l'appel il n'est pas suspensif. Donc nous, quand on a fait appel d'une décision qui nous était pas favorable, si on n'avait pas occupé l'usine, ils auraient vidé l'usine des machines, et aujourd'hui je serais pas là pour vous parler du projet coopératif. Donc on a été obligé de se mettre dans l'illégalité. Et donc à cette période-là, je crois que c'était à l'été 2011, on commençait donc à penser au projet de coopérative. On avait vu un documentaire qui était passé sur la 5 d'une SCOP qui s'appelle Seralep. Et donc, j'ai pris contact avec le président de l'époque, Robert Niquez, et donc je lui ai demandé de venir à l'usine. On a rediffusé une partie du film qui était passé sur la 5, et puis de faire un débat avec les salariés en lutte. Et en fait, à l'issue des discussions, il était venu, il était proche de la retraite, et lui, pareil, c'était, moi je ne savais pas encore à ce moment-là que ça allait être le même cas pour moi. Lui, il était le délégué syndical CGT de Seralep, il se retrouvait président de la SCOP Seralep, et il expliquait comment ça s'est passé. Lui, c'était plutôt une histoire style Duralex, avec une reprise à la barre, une occupation qui a duré 3 mois, je crois. Et eux, plus compliqué que nous on fait des sachets de thé. Seralep, ils font des isolants en céramique pour les lignes haute tension.
Donc c'est quand même pas si simple que ça à vendre. Et ça fonctionnait. Et ça faisait déjà une dizaine d'années qu'ils étaient en coopérative. Quand ils sont à la barre, qu'ils reprennent, ils étaient 48 salariés. Au moment où ils viennent chez nous, ils étaient 59 salariés, avec un projet de diversification. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte après, quand on a rediscuté avec Robert, c'est que toutes les questions que les salariés en lutte de Fralub lui posaient, quasiment à chaque fois, il démarrait en disant mais nous, on a eu le même problème. On s'est posé exactement la même question. Voilà comment on a fait. Et etc., etc. Donc du coup, ça, je ne vais pas dire c'est le seul élément déclencheur, mais c'est un des éléments déclencheurs dans ceux qui étaient plus sceptiques de se dire bah ouais, finalement, on peut le faire. On n'a pas besoin de patron pour venir nous expliquer comment on doit travailler. Ouais, ça a été vraiment le partage d'expérience qui vous a aidé. Exactement. Karine, maintenant au niveau de la SIC, je ne sais pas si on n'en a pas parlé. Est-ce que vous avez écrit un projet coopératif ? Vous en êtes là déjà ou pas encore ? Ah, nous, on démarre. Ça y est, Oui. on a démarré. On est déjà dans le projet. Mais le projet a été écrit, ce qu'on appelle vraiment le projet coopératif, qui donne la vision, si vous voulez, politique de la coopérative à plusieurs années. Dans les statuts, dans les délibérations de l'Assemblée de Corse, puisqu'on a eu 2 passages en Assemblée de Corse pour valider le projet. Donc oui, tout a été écrit, tout est programmé sur 10 ans déjà. Et comment ça s'est passé, la mise en place de ce projet, entre les salariés donc, qui étaient déjà dans une entreprise auparavant classique, à cette SIC, avec donc l'intervention des pouvoirs publics aussi, directe. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous être articulé vraiment autour de l'intérêt collectif et du projet de territoire ? Ça, c'est hyper intéressant. Ben oui, et c'est pour le vous. projet de territoire qui a vraiment fédéré tout le monde. Donc les salariés étaient déjà très engagés, puisque c'est eux qui sont allés les premiers voir la fédération pour essayer de faire ce projet de SCOP. Donc quand on est arrivé dans le projet, ils étaient même soulagés, puisque on a évidemment des recours. Madame Morin ne s'est pas laissée faire, donc on a 3 recours aujourd'hui à gérer. Et les salariés ont reconnu que seul, ça aurait été compliqué. Donc le fait d'être adossé à une collectivité, d'avoir dans le conseil coopératif aussi les maires, puisqu'on a aussi les maires, on a associé les maires du territoire, on a associé les associations du territoire, on a un organisme de financement dans le conseil d'administration. Donc c'est vrai que tout ce partage de la responsabilité a fédéré tout le monde, a rendu les choses. C'est vrai que ça a rendu les choses plus faciles en fait. Et il y a eu des points d'achoppement un peu ? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est-à-dire que tout le monde, vraiment, l'objectif c'était l'intérêt collectif, le territoire. Ça, et là, ça a roulé. Oui. Et le fait que ce soit porté par la collectivité, nécessairement, ça apaise, parce que ça sécurise. Bien, voilà, quoi qu'on en pense de la gestion d'une collectivité publique. Je sais que c'est un débat qu'on a. On travaille avec une agence de communication, parce que c'est vrai que les réflexes de dire mais c'est pas privé, c'est public. Non, c'est privé. Voilà, donc il y a tout un travail de pédagogie à faire autour de ça, mais ça nous permet de parler du projet de développement territorial, et ça c'est très important. Et donc les salariés sont à fond, évidemment. Oui. Super, bravo. Oui, allez-y, Juliette, je vous en prie. Pardon, je voulais juste rajouter que nous, on a regardé un reportage sur Scopti et ça nous a donné des ailes aussi. Ah ouais, le partage d'expérience, c'est vraiment important. Mais vraiment, je voulais juste rebondir là-dessus parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Et vraiment, ce qui nous a sécurisé énormément, ce qui a sécurisé le collectif, c'était ce reportage sur votre expérience de Scopti et aussi d'en discuter avec les scopes de notre territoire. Donc nous, on a la chance d'appartenir au réseau Biocop et il se trouve que dans le 05, on est plusieurs scopes. Donc à l'époque, on n'était pas... mais là, il y en a plusieurs. Il y a Jojoba qui est ici. Il y a les Pinvinettes qui sont aussi des Biocop qui sont en scope. Il y a aussi la Juncha. Et en fait, ça a été aussi de prendre le téléphone et dire, vous, ça marche ? Et vous faites comment ? Et c'est pas trop compliqué ? Et vous êtes formés comment ? Et en fait, ça... c'est vraiment de l'intercoopération aussi qui permet de donner à tous et au collectif la force et la foi et la confiance. Et du coup, ces retours d'expérience sont hyper nécessaires pour passer ce cap de « on est capable ». Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question aussi, Juliette. François, on passe au nerf de la guerre. Allez, on va parler argent. On va parler de mes copains à Bercy ou pas ? Je ne sais pas si c'est que le nerf de la guerre. En tout cas, c'est pas l'unique, ça c'est certain. Mais au moment, donc, allez, vous vous constituez, vous dites, allez, on reprend en scope et tout. Vous l'avez racheté combien, finalement, cette entreprise ? 5 millions. Et vous les avez trouvés où ? On les a pas. D'accord. Ok, bon. Donc, en fait, alors, je vais pas vous faire un cours, mais c'est très technique. En fait, quand vous êtes à la barre du tribunal, que vous rachetez une entreprise, c'est un concours. Vous êtes 3. Alors déjà, vous aviez Bercy qui disait... à l'entrepreneur, tu vas avoir un chèque de 7 millions, tu vas pouvoir racheter Duralex. À l'autre, il lui disait 3-0. Et à nous, on avait 400 000 à 14%.
Autant vous dire qu'ils se foutaient littéralement de nous, hein, et je reste poli. Donc là, vous parlez des aides que aurait pu vous donner Bercy. Qu'aurait pu nous donner Bercy. D'accord, je traduis. Hein. Alors, juste pour vous dire, c'est juste, je fais vite fait, mais du coup, j'étais convoqué au Sénat qui disait mais pourquoi il nous avait dit que Duralex serait fermé alors que ça tourne, pourquoi ? Bercy me rappelle et dit ah ben c'est plus 400 000, c'est 683 800 € à 12%. Je peux vous dire qu'ils sont encore là, ils ont du mal à passer. Et finalement, je passe à l'Assemblée nationale, ils me reconvoquent à Bercy, puis là ils disent oh ben on a trouvé une solution, on va vous faire 750 000 à 4,89. Mais je leur dis ben je croyais qu'il y avait qu'une règle. Hein, c'est simplement pour vous dire un peu l'état d'esprit. C'est extrêmement compliqué avec Bercy. Et vous avez fait comment alors du coup ? Alors comment on a fait on a appelé la région. J'ai convoqué, on était à 2 d'ailleurs, on a convoqué le patron de la métropole qui est maire d'Orléans, qui est de droite, voilà, si vous voulez, et le patron de région qui est de gauche, et on avait les deux en face de nous. Et vous avez parlé emploi. Et on leur a expliqué les emplois. Hein, alors dans une industrie, un emploi dans une industrie, c'est 3 à l'extérieur. Hein. Duralex a 393 fournisseurs à 550 km. Donc il n'y a que des Français. Donc c'est 800 emplois qui sont impactés si Duralex fermait. On leur explique et on leur explique le projet. Alors vous avez Duralex qui est tombé 6 fois, hein, donc 6 fois en redressement judiciaire. J'ai expliqué pourquoi c'est tombé 6 fois, parce que ça a été pillé par des personnes qui étaient peu scrupuleuses avec les employés. Sachez que chez Duralex, ils allaient faire les poubelles du voisin pour emballer les verres pour pouvoir tenir. Hein. C'était comme ça chez Duralex. Hein. Les salariés, j'y étais pas, hein, mais les salariés, à l'époque, se sont battus pour sauver leur boîte, quoi. Hein. Enfin, vous voyez pas ça partout. Hein. Je vous invite à regarder déjà dimanche Zone Interdite sur Duralex. Vous allez déjà voir beaucoup de choses. Mais voilà ce qu'ils ont subi les salariés pendant les 6 dépôts de bilan et les 6 pillages. Ils ont retrouvé les machines au Havre. Le Turc avait démonté les machines, était parti avec les machines. Ils ont fermé la 2e usine qui était à Saint-Étienne. Le Turc, c'était un ancien patron ? Oui, c'est ça, Ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Oui, je fais des raccourcis. J'essaie d'aller vite. Vous m'avez dit d'être bref. Hein. Ouais, je vous ai dit d'être bref, mais faut qu'on comprenne quand même. Ouais, hein. voilà. Donc, ça a été du pillage. Et donc, il fallait trouver une solution. Les banquiers n'allaient pas suivre. On a eu la métropole. On leur a présenté à la métropole et à la région un projet. Et cette fois-ci, ce projet, on avait la solution pour le porter. Les scopes. Ce qui changeait complètement des 6 modèles précédents. Donc il n'y avait plus à rémunérer, tout l'argent serait réinjecté dans l'usine pour pouvoir investir, d'accord ? Et que c'était une scope avec des salariés qui allaient porter leur usine. Et là, on a eu de l'écoute, la région a dit nous on va vous suivre parce qu'on croit au projet. Donc tous les élus, tous les maires, tous les sénateurs, de tout, hein, je dis bien de toutes les étiquettes du centre Val-de-Loire étaient derrière Duralex. Et pas les banquiers. C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pas eux qui payent le plus, les collectivités. Alors, et pas les banquiers. Du coup, les collectivités ont gentiment fait comprendre aux banquiers qu'il y avait des budgets de 500 millions et qu'ils pourraient passer chez une autre banque. Du coup, les banquiers se sont dit ce serait peut-être bien d'aider Duralex. Donc, on a eu 2 banquiers qui ont suivi, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Donc, à 1 million, à 500 000 pour le deuxième. On a eu la Socodem qui a suivi à 400. On a eu France Active à 400. On a eu, que je dise plus de bêtises, la région à 1 million. Donc, ce qui fait qu'on a eu en prêt 4 millions pour reprendre Duralex. Entreprise de 228 millions. Hein, c'est juste pour vous donner un petit peu l'échelle. Hein, Duralex, c'est 228 millions d'euros. Seulement, quand vous reprenez le projet, d'ailleurs, les 3 repreneurs avaient fait le même plan que moi, parce que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, il nous fallait 15 millions. Seulement, 4 millions, vous n'allez pas loin. Hein. Et avec le maire d'Orléans, je lui ai proposé de faire ce qu'on appelle un leaseback, c'est-à-dire vous vendez le terrain, les bâtiments, et vous voulez racheter
sur 15 ans. C'est un prêt caché, hein, bon, ni plus ni moins. Mais les métropoles, sachez-le, et les régions ont le droit de faire 2-3 leaseback comme ça. Ils n'ont pas le droit d'en faire plein parce qu'ils n'ont pas le droit d'en faire du commerce, mais ils ont le droit d'en faire 3-4 par an. C'est autorisé par la loi. Donc, ayant ça, on vend le terrain et les bâtiments à 5,8 millions. Donc, on a eu, pour démarrer, 9,8 millions, il nous fallait 15. C'est pour ça que là, on vient de faire une levée de fonds de 5 pour compléter les 15. On devait faire cette levée de fonds en septembre l'année dernière, mais donc j'avais démarré, on avait lancé, hein, tu te souviens, on avait lancé la levée de fonds, et puis finalement, au dernier moment, on a appuyé sur stop en disant on n'est pas prêt. On n'avait pas encore précisément mis la stratégie, on n'avait pas vu les cabinets de tendance, enfin, etc. Je vais pas m'étaler, mais donc on n'était pas prêt. Voilà pourquoi aujourd'hui on va chercher les 5 supplémentaires, et il nous manquait 500 000 le jour du passage au tribunal, parce que vous savez, c'est à l'heure près, hein, c'est à la demi-heure, vous devez arriver avec un chèque, enfin voilà quoi. Hein, et les banquiers faisaient tout pour pas qu'on ait le chèque. Et il y a une astuce, quand vous passez une entreprise de la taille de Duralex, tous les mois, ils mettent de l'argent de côté pour payer le stock. Et en fait, je savais qu'il y avait 500 000 comme ça qui étaient de côté. Et au dernier moment, quand j'ai rendu l'offre, j'ai mis que nous, on allait payer après, mais que le jour même, ce seraient les liquidateurs qui allaient payer les 500 000. Et donc, j'ai monté l'offre comme ça. Voilà pourquoi on a réussi à retourner et à prendre Duralex. Bon, si on a besoin de conseils en montage, c'est vous, quoi. Ok. Bravo. Ouais. Super. Belle histoire. Donc ça, c'était pour le capital. Vous avez eu, comment ça s'est passé au niveau du capital, vraiment vous voulez parler du capital de départ ou après dans le fonctionnement? Est-ce qu'il y a eu besoin de nouvelles levées? Je ne sais pas, Olivier ou Juliette ou Karine. Allez-y, je t'en prie. Allez. Bah, nous, différents, encore une fois, c'est un combat, oui, bien un sûr. combat Chaque social. histoire donc, est différente. Nous, on a, à la sortie du conflit, on revendiquait de conserver la marque éléphant. Peu de gens le savent, mais la marque éléphant, c'est une marque qui est née à Marseille. Il y a bientôt 130 ans, et c'est une marque qui est vendue qu'en France. Et donc nous, et quand Unilever acquiert la marque éléphant dans les années 70, la totalité des plantes aromatiques et médicinales sont origine France, Rhône-Alpes, PACA, un peu de Sud-Ouest, un peu d'autres régions de France, mais principalement ces 3 régions. Et nous, notre volonté, c'était de récupérer la marque éléphant. Alors, d'abord parce qu'on continue à penser qu'on en avait la légitimité, pour les raisons que je viens d'expliquer, le réseau des plantes aromatiques en France, mais aussi la notoriété acquise par la marque, elle était plus faite par rapport aux générations de travailleurs qui ont travaillé pour cette marque, plutôt que la multinationale qui en avait pas grand-chose à faire. D'ailleurs, ils l'ont cédé après, pas à nous, malheureusement. Et surtout, aujourd'hui, ça n'a aucun sens ce qu'ils font avec la marque éléphant, puisque c'est une marque qui est estampillée bio en plus. Bien souvent, le produit en matière première vient d'origine Amérique latine et un peu d'Europe de l'Est. Ça arrive par bateau à Anvers, pas parce que géographiquement c'est bien et c'est mieux, parce que fiscalement ils optimisent la totalité de leur matière première ici. Ensuite, ça prend la route pour aller en Allemagne chez leurs sous-traitants pour être coupé, mélangé, aromatisé, un peu d'arômes chimiques, parce qu'eux ils continuent à travailler avec des exhausteurs de goût, même si c'est bio, hein, puisqu'ils ont la possibilité de le faire. Ensuite, maintenant, ça reprend la route pour aller à Katowice pour être conditionné. Et une fois que c'est conditionné, ça vient en France pour être vendu aux consommateurs français, parce que c'est vendu qu'en France. Donc nous, on défendait ce projet-là de dire, nous, on reprend la marque éléphant et on refait du 100% français. Alors c'est ce qu'on a fait modestement. Vous avez dans vos sacs une petite boîte de tilleul des Baronnies, c'est notre fleuron. Nous, ce qu'on fait avec le tilleul, c'est on travaille avec les producteurs locaux. Le tilleul, il est cultivé sur place à Buis-les-Baronnies, il est cueilli sur place, séché sur place, mélangé sur place par un partenaire local. Il fait les 130 km pour venir à l'usine, on le conditionne et on le propose aux consommateurs. En termes de bilan carbone, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc nous, on portait ce projet-là. Et malheureusement, on ne l'a pas eu. Alors, il y a ça, ce côté, ce que tous je viens d'expliquer, économique et écologique. Aussi, on ne va pas se cacher, donc quand on a construit notre projet alternatif, si on avait eu la marque éléphant, ça nous donnait tout de suite 450 tonnes d'activité. Et donc forcément, ça aurait été beaucoup plus facile pour aller chercher le point d'équilibre de l'entreprise dès le départ. Malheureusement, on ne l'a pas eu.
Donc on a eu des compensations financières. On a réussi à obtenir l'ensemble de l'outil industriel à l'euro symbolique. Alors au départ, là je ne vais pas m'étendre, mais au départ cédé en 2012 au milieu du conflit à la communauté urbaine de Marseille, à l'époque dirigée par une majorité de gauche. Et puis, dans l'accord de fin de conflit, quand on sort du conflit, on l'obtient à l'euro symbolique. Enfin, il a été cédé en 2012 dans l'euro symbolique. Nous, on l'obtient dans l'accord de fin de conflit, qui doivent être rétrocédés à ceux qui reprennent l'entreprise. Sauf qu'entre-temps, il y a eu les élections municipales et la majorité a changé. Et grosso modo, on s'entend dire à la communauté urbaine de Marseille, une fois qu'on a signé l'accord de fin de conflit, de nous dire, vous voulez récupérer les machines. Les machines, Unilever les a estimées en valeur vénale à 7 millions d'euros. Il faut nous faire un chèque de 7 millions pour les récupérer. Donc là, il y avait deux solutions. Soit on montait sur la table et on mettait des coups de pied, ou alors on partait et puis on attendait encore un petit peu, ce qu'on a fait sagement. Mais on a mis quand même, ils nous ont fait perdre un an, ces politiques, parce que finalement, on les a bien récupérés à l'euro symbolique, mais simplement au bout d'un an. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu dans l'accord de fin de conflit au niveau financier? Donc, les machines à l'euro symbolique, et on a fait payer Unilever, je fais court, mais autour de 3 millions d'euros pour démarrer la coopérative. Et ça a suffi pour pouvoir lancer l'activité? Non, ça n'a pas suffi. Je pense que, encore une fois, je disais tout à l'heure dans l'interview que j'ai faite tout à l'heure, là, je pense que dans leur esprit à eux, Unilever, alors c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais comme on a repris uniquement avec des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, au bout de 4 ans, on leur a imposé, ils sont pas venus gentiment autour de la table pour négocier, hein, on leur a imposé par la lutte qu'on a menée et les combats juridiques qu'on a menés, on leur a imposé de venir négocier. Et je pense qu'eux, ils avaient fait un calcul en se disant, on va mettre la barre suffisamment haute pour qu'au bout de 4 ans, ils signent, c'est farfelu, mais pas suffisamment haute pour qu'ils réussissent. Et je pense qu'ils pensaient qu'au bout de 2-3 ans, on serait mort. Bon, là aussi, ils ont fait un mauvais calcul, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant on est là, même si c'est compliqué. Mais je pense que si on parle simplement d'un point de vue économique, comme on n'a pas eu la marque, il a fallu qu'on démarre. 1336, avant d'avoir la notoriété de la marque éléphant, je crois qu'au plus fort de l'activité avec 1336, on est à 40 tonnes. Le marché en France, il pèse 10 000 tonnes, et éléphant, c'était 450 à 500 tonnes. Vous voyez un petit peu la différence. Donc on travaille avec les marques distributeurs pour donner à manger à notre outil industriel. Avec des volumes qui sont importants. Là, on a une mauvaise répartition de notre chiffre. Quand on a fait notre meilleur chiffre en 2020, on était à une répartition sur notre marque à 45% sur le chiffre d'affaires et 55% en marque blanche. Là, aujourd'hui, on a plus de chiffre d'affaires qu'en 2020, mais on a une répartition à 78% sur les marques blanches et seulement 22%. Donc, du coup, l'équilibre, l'activité est là, mais la rentabilité, pas encore, pas suffisante. Et donc, pour finir sur le parti économique, il nous aurait fallu 5 millions, grosso modo. Voilà. Et on a eu que 3, donc du coup on galère un peu, donc mais on trouve des solutions. C'est un peu tendu. Ok. Vous, mesdames, au niveau du capital et du financement, vous avez fait appel à vos parties prenantes, donc aux salariés. Les salariés ont mis... Oui, au niveau de la constitution en SCOP, vous étiez en fonds propres négatifs, c'est ça? Alors oui, en fait, on est passé en capitaux propres négatifs. Donc ça, déjà, c'est grâce au conseil de l'URSCOP qu'on a utilisé ce moment spécifique pour racheter du coup l'entreprise au prix qu'on voulait, en gros, parce que ça nous a permis de dire aux sociétaires, donc à nos consommateurs de l'époque, que en gros leur part ne valait plus rien, parce qu'on était passé en capitaux propres négatifs. Donc on a fait le jeu politique, pour le coup, de leur dire vous avez 6 mois pour demander le remboursement de votre part sociale, et on a remboursé les parts sociales à tous les sociétaires qui nous ont demandé le remboursement de leur part sociale. On parle de 25 € par personne, hein. Et du coup on a dû rembourser un truc comme 5 000 € de part sociale grand maximum, mais au moins ceux qui n'étaient pas contents et qui étaient un peu contre le projet SCOP ont récupéré leur part sociale, et voilà. Et après, du coup, on a décidé de mettre chacun 2 000 €. Donc, on était 21 salariés à mettre chacun 2 000 €. Et là, c'est Pargest qui est intervenu dans l'histoire parce que on n'avait pas tous 2 000 € comme ça dans la poche qui traînait. Donc, comme voilà, et comme il fallait que cet argent soit concrètement dans les comptes de l'entreprise, il fallait que cet argent soit existant. Et donc, c'est là que Pargest est intervenu pour prêter en fait à tous les salariés qui le voulaient ces 2 000 € qu'ils remboursent sur 3 ans. Et donc, ça permet en fait, ça a permis à ces 21 salariés associés, en fait, ça a permis d'enlever le frein financier pour tous les salariés qui souhaitaient s'investir dans cette SCOP, qui souhaitaient mettre leur énergie, qui souhaitaient voir cette entreprise devenir une SCOP. Et du coup, c'est passé de il faut mettre 2 000 € à il faut mettre 83 € par mois pendant 3 ans, ce qui n'a plus rien à voir quand même si ça fait la même somme à la fin. Et ça nous a permis à nous, en présentant les comptes, de dire voilà, l'argent, il est là.
c'est l'argent des salariés, parce qu'in fine, c'est l'argent des salariés, et l'argent, il est bien présent sur les comptes. Et donc voilà, c'est vraiment grâce à cet outil qui est par geste qu'on a pu sécuriser. Et en plus, dans la foulée, on l'a aussi utilisé pour faire un prêt de 200 000 € pour sécuriser, en fait, c'était vraiment un prêt de sécurisation de l'entreprise, parce que en fait, voilà, c'était ceinture et bretelles. On avait eu des années quand même très difficiles. On a dû fermer 2 magasins quand même. Et ça nous a aussi sécurisé sur le côté. On vient de se transformer en Scope. On a regardé le reportage sur Scopti. On est allé demander aux copains comment ça se passait. A priori, tout va bien et on va avoir les compétences et ça va bien marcher. Mais on va quand même mettre ceinture et bretelles. Et du coup, par geste, aucune banque aurait dit OK pour dire tenez, on vous donne 200 000 € au cas où, ça vous sécurise, ça ira bien, vous met les petits trous. Là, on a eu cette chance-là. Donc, on a pu partir serein grâce à ces outils financiers de l'URSSCOP. Donc, merci. Karine, comment est-ce que vous avez fait? Il y a eu un besoin de mise au capital au départ. Qui s'en est chargé? Alors, c'est pas du tout le même modèle. Hein. C'est pareil. Non, mais c'est pour ça que je vous interroge. C'est intéressant, c'est de voir la diversité du mouvement. On est complètement dans l'autre sens. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on était propriétaire de la source. Donc, la collectivité de Corse était propriétaire de la source. Je vous écoute, je peux faire 2 choses en même temps. Ah oui, vous êtes une fille. Je suis une femme comme vous. Voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas eu le rachat de l'entreprise, puisque l'entreprise qui exploitait avait une concession. Donc, on a mis fin à la concession et on a travaillé sur un modèle économique pour se réapproprier l'outil. Donc, la collectivité a mis 156 000 €. L'ensemble des salariés, il y a 30 salariés, l'ensemble des salariés a mis 3 000 €. Ils ont tous mis 3 000 € chacun. Et ensuite, on a fait un tour de table. Et je tiens à saluer Laure, je ne sais pas si elle est par là, mais qui a fait un travail assez exceptionnel sur le plan de trésorerie et le besoin en financement. On s'est un peu arraché les cheveux parce qu'on ne partait pas de rien, parce que l'entreprise existait. Pardon, mais quelque part, oui, on partait de rien puisque les comptes n'étaient pas communiqués. Donc, on avait des salariés qui avaient en main ces informations qui, pour une partie, ne voulaient pas les donner. Malheureusement, pour l'autre partie, la personne était décédée au moment de la transition. C'était la comptable, c'est elle qui avait tout en main. Donc, il y a eu ce petit couac où, effectivement, c'est vrai, on partait pas de rien, c'était facile, mais en même temps, voilà, sous le contrôle de Laure, ça a été compliqué pour essayer d'avoir quelques chiffres. Donc, on a évalué un besoin de financement à peu près 2 millions d'euros. Et donc, on a levé des fonds assez facilement, puisque la marque parle d'elle-même. En Corse, au Retz, c'est identitaire. On ne va pas boire une bière, on ne va pas boire de l'eau. On ne boit pas de bière en Corse. Oui, on va, mais on va boire une piètre. Voilà, et de la même manière, voilà, et oui. Et de la même manière, on va boire une orette, voilà. Donc, on a un peu surfé sur cette vague et les financiers, on n'a pas eu trop de difficultés à réunir le capital pour le besoin de financement. Et l'avantage d'être propriétaire, c'est que 4 ans avant, quand on a annoncé à Madame Mora qu'on arrêtait la concession, qu'elle avait 4 ans pour s'organiser, nous aussi, on lui a racheté l'outil de production. Donc, on a payé l'outil de production 3 millions d'euros. On a payé 70 000 € un terrain où on avait les cuves de stockage. Donc, ça, c'était déjà réglé en amont par la collectivité de Corse. Voilà. Donc, ensuite, on a passé toutes les... Je ne vais pas vous bassiner avec ça. C'était très compliqué, le montage juridique d'un nouveau bail de location-gérance. Voilà, il y a eu un travail juridique important à faire. Mais voilà, ça a été fait assez facilement. Et ça y est, ça tourne. Avant de parler intercoopération, parce qu'en vous écoutant, vraiment, on voit à quel point le partage d'expérience aussi et la communication dans le montage des projets, dans la niaque, dans la confiance que ça donne, est primordial. On va quand même parler de titres participatifs, vite fait. Je ne sais pas si tout le monde connaît les titres participatifs. C'est un outil de financement aussi qui est propre aux coopératives et qui permet aux parties prenantes d'investir au sein d'une coopérative. L'argent est bloqué pendant 7 ans et rémunéré selon un taux fixé par la... Un taux risqué fixé par la coopérative avec une part fixe, une part variable selon le contrat. Et donc, allez, pourquoi on en parle? Parce que c'est un outil que vous pouvez évidemment mobiliser, mais parce que là, chez Duralex, ça a tout arraché. C'est comme ça qu'on dit. C'est François, ça. C'est comme ça qu'on dit. Ça a tout arraché. Ouais. Alors, les chiffres? Alors, les chiffres, effectivement, quand on a démarré, on s'était dit, nous, en interne, parce qu'on avait fait des paris, vous imaginez bien. Donc, je dis, l'argent est bloqué pendant 7 ans. On ne peut pas récupérer son capital. Déjà, c'est du quasi-fonds propre. Ouais, faut bien comprendre qu'on rémunère à 8%. Dans ce type de crowdfunding, quand vous démarrez,
7%, c'est zéro risque. Donc en ce moment, c'est les trucs à la mode, hein, les éoliennes, le bio-machin, etc. Donc ça, c'est à 7%. D'accord ? Dès que vous avez un petit peu de risque, c'est 8%. Et ça monte comme ça jusqu'à 12%, hein, en fonction du risque. Donc les personnes qui investissent vont être rémunérées à hauteur pour Duralex, à 8% par an pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, ils peuvent ou pas récupérer leur capital. Hein, donc c'est comme ça qu'on l'a monté. Donc nous, on s'était dit, on va le monter en 2 temps. On va faire un premier palier à 3 millions. Dès qu'on atteint 3 millions, c'est bon, c'est validé. Et on fera un deuxième palier à 5 millions. Et on avait fait les paris en interne. En gros, c'était, dans 4 semaines, on pourrait éventuellement être à 3 millions. Et puis, on essaiera de prolonger sur 2-3 semaines pour être à 5 millions. Et en fait, en 5 heures 40 minutes, on est passé à 5 millions. Puis, en 24 heures, on est passé à 19 741 200 euros. Ce qui prouve que les Français, mais de toute façon on le savait, je pense que devant moi il n'y a que des gens qui le savent, les Français ont bien compris qu'ils en ont ras-le-bol de ce qu'on leur raconte et qu'ils veulent que ce soit les salariés qui ont leur boîte et en ont marre de payer des yachts au Panama ou de l'argent dans les fonds. Ils veulent des scopes partout. Bon, je me fais un tout petit peu l'avocate du diable. Toutes les histoires d'émissions de titres participatifs ne se passent pas non plus comme chez Duralex. À partir de maintenant, ça va se passer comme ça pour les autres. Voilà. Ça fait date, c'est à partir d'aujourd'hui. Et vraiment, et on le souhaite. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que des réussites comme ça vous a permis de passer dans tous les grands médias. Et ça, pour le mouvement coopératif, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que voilà, nous, notre mouvement, il est constitué, Jacques l'a dit à plusieurs reprises, principalement de petites entreprises. Mais ces scopes, ces SIC emblématiques, elles permettent de passer l'échelle des masses médias et d'aller dans le grand public. Et là, c'est vraiment primordial pour pouvoir changer d'échelle et pouvoir accéder à des financements de ce type aussi pour les autres entreprises. Donc, en tant que petite scope, je vous remercie. Il y a Olivier qui voudrait dire. Allez-y après, Olivier, puis Franck pourrait dire. Sachez qu'on est en synchro avec l'Union et on s'arrange pour communiquer les deux. Vous êtes des gros malins. Voilà, chacun son truc. Olivier, un mot là-dessus. Oui, le premier, c'est que le delta entre les 5 et les 15, nous, on est preneurs. C'est ce que j'ai dit, il faudra distribuer, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu pas la collab? Oui, on est en train de travailler depuis un petit moment sur voir comment on va faire pour faire une collaboration sur un projet un verre avec une infusion. Donc, j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé avoir mais peut-être ça viendra un jour quand on aura les moyens, avoir le verre avec le moule qui donne le chiffre 1336. Mais j'ai bien compris que le coût il est important. Mais on peut te le faire. Ouais. On vient d'avoir des sous. Ah bon, ça va. Alors, si on peut faire un moule 1336, ça serait pas mal. Mais non, juste sur les titres participatifs pour ajouter, mais nous c'est une expérience différente, c'est pas comme là ils l'ont fait à Duralex. Nous on a eu un recours, mais d'une autre méthode. Je donne cette expérience-là parce que c'est d'une autre manière. Nous ça a été dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en 2018, quand c'est compliqué parce que on n'a pas encore atteint le point d'équilibre et là aussi les banques nous suivent pas, même les banques coopératives. On a du mal à avoir les fonds qui nous manquent pour tenir le coup. Et donc on a des collectifs qui nous soutiennent. Et notamment des mutuelles, avec la principale mutuelle des cheminots à l'époque, la mutuelle en train, qui nous disent nous on peut vous aider, si vous ouvrez des titres participatifs, on pourra en prendre. Alors à l'époque ils ont pris d'abord 500 000, après 300 000 euros, donc c'est plus modeste que Duralex, mais en tout aujourd'hui on avait ouvert 2 millions, à l'époque on en a eu 870 000. Pas mal. Mais nous mais juste donc du coup comme quoi ça peut se faire aussi encore plus vertueux. D'un point de vue rentabilité, c'est que nous on l'a pris dans l'autre sens. Donc à l'époque, quand il y a moi je savais pas comment ça fonctionnait, donc je demande un modèle de titre participatif, je lui donne au directeur financier d'Entrain le modèle qu'on m'avait donné, et je me rappelle encore son discours. Il me l'a renvoyé, il m'a dit mais attends, tu n'as pas compris. Nous on veut pas spéculer sur vous, on veut vous aider. Là le taux de rentabilité que tu me proposes c'est trop.
Je veux pas ça. Nous, on se doit, parce que c'est une mutuelle, on doit d'avoir une rentabilité, parce que c'est l'argent des mutualistes qu'il faut que ça rentabilise. Mais là, c'est beaucoup trop. Et donc, nous, les titres participatifs, ils sont donc bloqués. C'est minimum bloqué 7 ans. À partir de 7 ans, on peut les rembourser, mais on peut les rembourser qu'au bout de 12 ans. Mais c'est à partir de 7 ans, c'est nous qui le décidons si on peut le faire. Et la rémunération, nous, c'est 3%. Avec 3%, 3% sur 70% et 3% variable si on fait des bénéfices. Donc pour l'instant, malheureusement, on n'y est pas. Donc voilà. Donc on peut aussi, et donc le modèle est encore plus vertueux, c'est de trouver ceux qui sont prêts à nous soutenir, notamment dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, trouver la rentabilité minimum qui nous mette pas en difficulté, parce que c'est de l'endettement. Et là, justement, demain, on est en même temps présent avec Duralex au Salon du Made in France à Paris. Demain, on est sur une table ronde où il y aura, si je me trompe pas, il y a Arnaud Montebourg qui y sera aussi à ce moment-là. Mais il y aura, c'est organisé par une mutuelle qui s'appelle la Mutuelle Mutuale. Et l'idée, c'est qu'ils veulent, par rapport à cette table ronde qui va être filmée, après communiquer auprès des structures de l'économie sociale et solidaire pour dire voilà ce qu'on peut faire. Alors eux, ils ont participé au rachat des bâtiments et des terrains de Scopti, et dire que notamment les mutuelles, parce qu'il y a beaucoup d'argent, ils ont l'obligation d'avoir des fonds importants. Au lieu d'aller placer de l'argent dans à des endroits où c'est loin d'être vertueux l'utilisation qu'ils en font, il vaut mieux qu'ils les placent dans des structures de l'économie sociale et solidaire, notamment des coopératives comme nous. Voilà. A fortiori dans des entreprises du territoire. Ouais. Très bien. Donc là, c'est bien, on est vraiment sur de la coopération ESS. Ça fait le lien direct avec l'intercoopération. Tout à l'heure, Juliette nous a parlé aussi de l'importance du réseau, de se rencontrer, de parler. Tu avais une question, Franck. Alors déjà, merci. Depuis ce matin, je vous parle de sensible et d'invisible. Et l'émotion que vous dégagez, personnellement, moi, là, vous me faites une grande vague. Je me régale. Je dis franchement, je me régale. Et c'est ce qui est étrange, quand on travaillait avec l'équipe, on se disait qui on peut inviter à une table ronde. Et peut-être que là aussi, guidé par l'invisible, on ne sait pas, vous êtes tous les 5 apparus. Et le plus terrible là-dedans, c'est qu'en même temps qu'on se disait, d'un coup, il y a un lien qui se fait. C'est-à-dire, Duralex, vous fabriquez la bouteille d'eau d'Oretsa. Oretsa, vous êtes vendu. Non, moi c'est carrément la bouteille, parce que mais je sais pas. On est dans le rêve. On va arriver. On va aller jusqu'au bout, quoi. Hein. Si vous y arrivez, c'est super. Mais je veux faire la bouteille. Ensuite, tu peux l'aromatiser. Et après, c'est vendu chez Biocop. Alors, on a fait la totale. Merci beaucoup à tous les 5 vraiment pour vos témoignages et pour l'énergie que vous portez et transmettez qui nous fait du bien en ces temps parfois un petit peu difficiles. Voilà, compliqués. Merci. Nous avons 10 minutes. Monsieur le Président, tu nous l'accordes ? Ouais. 10 minutes, ça va faire 3 questions. Allez, on prend 3 questions. Ah, monsieur Toulabalaba, au fond, s'il vous plaît. Ouais, je gère la frustration. 3 questions en amont, anticipation. Oui, Pierre Bouillon, Plombiscope. Moi, j'ai créé ma Scope en même temps que Scopti, dans les mêmes années. Et c'est vrai que chaque année, chaque fois, je demande alors, et Scopti, ça en est où? Après, la question serait plus personnelle. C'est en tant qu'ancien syndicaliste, comment aujourd'hui tu vis le fait d'être patron? Merci beaucoup pour cette question. Et alors, moi, je ne suis pas une ancienne capitaliste, mais c'est vrai que quand on porte des valeurs humaines très fortes, il y a beau dire de temps en temps, quand il faut arbitrer en tant que responsable d'entreprise, c'est pas toujours évident, quoi. Hein. Comment vous faites, Olivier? Comment ça se passe la nuit? Comment ça va? C'est les camarades dans Scopti qui me connaissent bien, c'est quand ils veulent me taquiner, ils m'appellent patron. Et moi, je refute toujours ce terme-là. Je leur dis toujours, moi, je suis un coopérateur. On est dans une coopérative où c'est un homme, une femme, une voix. Donc voilà, c'est parce que je suis le président que j'ai 2 voix, 3 voix, 4 voix. J'en ai qu'une. Et on a un modèle de fonctionnement dans la coopérative où vraiment, nous, notre organigramme, c'est pas une pyramide, c'est un cercle. Et ce qui entoure le cercle, c'est l'Assemblée Générale des coopérateurs.
Donc du coup, l'Assemblée générale des coopérateurs est souveraine à Skopti. Donc c'est les vrais patrons, c'est les 60 coopérateurs. Donc c'est les coopérateurs de Skopti. Après, bon, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Le modèle économique dominant nous amène à ça. Mais après, ce qui me fait vivre un petit peu mieux maintenant le statut de président, c'est que depuis juillet 2024, j'ai pu faire valoir mes droits à la retraite. Donc je suis plus salarié, mais je suis toujours président de Skopti, donc je suis un président bénévole, toujours actif, donc j'y mets toujours autant d'énergie et de ce que je peux y mettre. Et donc voilà, donc il n'y a pas le côté rémunération, donc notamment les salariés qui sont encore salariés de Skopti, ils sont salariés, mais ils ont un salaire et ils œuvrent, enfin ils font le travail qu'ils font pour lequel ils sont payés, et puis ils ont la casquette coopérateur. Moi j'ai plus que la casquette coopérateur, j'ai plus la casquette salarié. Voilà. Et finalement, c'est un petit peu plus simple. Ouais, c'est plus simple. Après, ce qui est compliqué, c'est ce que moi j'essaye dans la transmission qu'on est en train d'essayer de mettre en place. C'est pas simple. Hein. Tout à l'heure, je discutais avec merde, j'ai oublié son prénom. Quelqu'un Merde, aide-moi. Ton prédécesseur. Alain, putain, excuse-moi, Alain Maïssa, j'ai oublié son prénom. Justement, sur la succession, où lui, ça a été. Et c'est un modèle, donc il va falloir qu'il m'explique, qu'il me donne des conseils pour pouvoir le faire. Mais ce que je lui ai expliqué, c'est que dans ce qui me pèse le plus aujourd'hui, nous on a une relation avec la grande distribution. Voilà, moi avec la lutte des Fralib, j'aurais bien aimé en tant que syndicaliste faire tomber le système capitaliste. Mais nous on a gagné contre Unilever, mais ça a échappé à personne qu'on n'a pas fait tomber le système. Et donc on fonctionne avec ce système-là qui nous écrase. Et donc notamment dans la partie qui m'a été confiée par les coopérateurs, j'ai la gestion commerciale, le pilotage et donc les relations notamment avec la grande distribution. Donc ça me pèse parce que de plus en plus je vois bien que, et même je leur dis aux copains à l'intérieur, il faut trouver des solutions parce que aujourd'hui j'y arrive encore, mais à un moment donné je risque d'être contre-productif parce que il y a des fois la dissonance. Mais souvent les couleuvres elles sont dures à avaler quoi. Ouais, la dissonance voilà. Elle est trop difficile. Voilà, entre le discours qu'on entend des grands patrons de la grande distribution à la télé où censément ils sont pour la défense des consommateurs et la réalité de comment ils nous traitent quand on est en négociation commerciale, il y a un sacré décalage quoi. Merci beaucoup Olivier, merci. Allez, 2 autres questions si elles y sont. Mesdames, messieurs. Fatima. Alors moi je voulais dire merci parce que franchement enfin là je vais l'envoyer, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux parce que c'est 4 aventures qui sont différentes et en fait vous êtes le panel de toutes les scopes et les cycles qu'on essaye de mettre en avant. Et je voulais rebondir sur 2-3 choses. Donc un grand merci à l'équipe de Duralex parce qu'aujourd'hui vous nous faites notre com gratuitement. Et c'est vrai que François dit il n'y a pas de... Voilà, on s'appelle assez régulièrement. Il me prévient parce que du coup, c'est vrai que du coup j'ai les journalistes là qui m'appellent. Là, tout à l'heure j'étais avec Le Monde et Radio Classique. Et puis je voulais aussi dire, tout à l'heure j'ai Bercy qui m'a appelé. Donc Bercy, vous aurez compris dans la bouche de François que c'est un peu notre bête noire. Jacques le disait tout à l'heure, on ne les lâche pas. Moi, surtout, le message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Je sais qu'on a parlé, Olivier, tu viens de parler des banques coopératives. Alors, on aimerait qu'elles fassent plus les banques. C'est pas là, en fait, où on a nos ennemis parce qu'on a besoin d'elles. Donc, des fois, c'est pas simple parce que, du coup, il faut négocier, etc. Et on essaye de faire un maximum avec eux. Par contre, on a vraiment des gens qui peuvent pas sentir en fait le modèle coopératif. Et là, on a ces gens-là qui sont à Bercy, notamment on a évoqué le CIRI pour ceux qui l'ont connu. Au CIRI, on a des interlocuteurs qui restent 2 ans maximum. Le CIRI, c'est la cellule, c'est les fameux 400 000 qui sont devenus à 14%, qui sont devenus 600 000 à 12% et qui ont fini à 700 total et virgule. C'est la cellule de restructuration des industries. Ouais, voilà. Mais je suis d'accord avec toi. Nos ennemis, et je cache pas, de toute façon, c'est Bercy. Hein, et c'est tous les politiques qui disent on est de l'industrie. Vous voyez, je vais t'appuyer. Duralex. Je vais lui reprendre la parole, vous inquiétez pas.
Duralex Parce que là, c'est a raté, hein. emprunté 4 millions, d'accord? Emprunté 4 millions, on les rembourse, on doit, là, à l'heure où je vous parle, on doit être à 3,6 millions encore à rembourser. Et on a vendu nos bijoux de famille, d'accord? Donc on a vendu le terrain et les bâtiments. Là-dessus, vous avez Bercy qui dit vous nous devez 1,2 million de CO2 de 2020. Donc, de 2 mandataires précédents. Donc, Pirex qui n'a pas payé et les Libanais avant qui n'ont pas payé. Donc moi, je leur dis, allez vendre la maison du Libanais et puis vous payez avec. Ça, c'est pas mon problème, quoi. Ce n'est pas mon problème, quoi. Voilà, l'État vous dit ça, puis vous dit, ah ouais, mais attendez, vous les ouvriers, vous avez racheté 400 000 euros les terrains, parce que vous savez, vous découpez, donc 400 000, vous nous devez 400 000 euros de taxes, parce que vous reprenez. Et puis, vous avez vendu vos terrains et les bâtiments à la métropole, donc vous nous devez 1,4 million de plus-value. Voilà comment l'État aide les industries. C'est comme ça. Il les aide à mourir. Mais j'oublie de dire mourir. Donc je reprends la parole, juste derrière. Mais ce qui est bien avec François, c'est que du coup, c'est très vite illustré. Et non, mais c'est vrai parce que du coup, effectivement, dans les organisations, il faut que ce soit un peu chiadé. Donc quand on va les rencontrer avec Jacques, il faut qu'on soit poli. Par contre, plus on part d'exemples, et mieux c'est. Et donc aujourd'hui, il y a une bataille sur laquelle on avance. Moi, je pense en particulier à BPI France. Vous savez que BPI France, c'est la banque publique d'investissement qui est là pour les aides aux entreprises. Aujourd'hui, on a obtenu gain de cause sur des rapports parlementaires, notamment, vous avez dû voir le rapport sur les aides aux entreprises, 211 milliards dont seulement 16 concernent l'économie sociale et solidaire, donc c'est la moitié des aides aux entreprises qui sont versées à l'économie sociale et solidaire par rapport aux entreprises conventionnelles. Donc il ne faut pas lâcher en fait sur les discours. Les mots sont extrêmement importants. Là, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur un rapport de la Cour des comptes et dire, en fait, quand vous avez le MEDEF qui dit « mais il faut absolument rien changer, sinon nos belles entreprises vont partir, vont se délocaliser », eh bien nous, on a un modèle de non-délocalisation qui a quand même réussi à faire des choses exceptionnelles sans disposer des aides aux entreprises. Et donc, on ne va pas se fâcher, nous, on va pas... Enfin voilà, on laisse François s'énerver, les engueuler, leur dire qu'il va aller à Téléfin avec les preuves, etc. Et nous, on passe juste derrière avec nos petits sourires et on leur dit, regardez quand même, il y a quand même des choses qui ne sont pas normales. Et donc, on ne les lâche pas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vraiment des combats à mener de ce côté-là. Et petit à petit, les interlocuteurs, en manque de chance, il y a un petit peu d'instabilité politique, mais n'empêche que nos sujets commencent à être traités sérieusement et on obtient quelques gains de cause. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à Olivier, parce que, bon, Olivier, tu as raconté l'histoire, mais on a un petit changement aussi au niveau des syndicats. C'est pas toujours évident, comme... La question qui a été posée était extrêmement pertinente parce que on va voir régulièrement avec Jacques les syndicats de salariés. Pour les syndicats de salariés, c'est compliqué quand même le modèle de Scope. Sur les valeurs, on est super nickel, on se comprend complètement. Puis la réalité, c'est que quand on veut mettre des actions, c'est quand même compliqué parce que du coup, merde, ces salariés qui deviennent patrons, mais comment on fait ? Et bien là, franchement, à la CGT, il y a une patronne aujourd'hui qui s'appelle Sophie Binet, qui franchement, par rapport à son prédécesseur, travaille avec nous main dans la main, mais ça n'était jamais arrivé quand même, et qui aujourd'hui nous appelle sur des projets au moment où on peut encore agir, parce que quand on nous appelle 3 jours avant, là par exemple, Bercy m'a appelé quand je suis sortie là tout à l'heure, c'est Bercy qui m'appelle pour la scierie en Moselle qui s'appelle Adesco, et ça passe au tribunal le 12 novembre. Bon, je leur ai dit, bon, alors le 12, déjà, quand on a 3 mois, c'est difficile, mais là, 4 jours, c'est pas possible, il fallait vous réveiller plus tôt. Ce dossier-là, vous l'avez au Syrie depuis très, très longtemps. Voilà, donc nos histoires, il faut qu'on en soit fiers. On a réussi à faire, sans vraiment avoir les aides aux entreprises, qui sont des aides qu'on rembourse. Donc, ne lâchez pas ce morceau-là, on compte sur vous, et nous, on va continuer, en tout cas, à faire ce chemin-là pour faire en sorte que demain, le financement ne soit plus un problème pour les uns et pour les autres.
Ben, merci beaucoup. On peut les applaudir une dernière fois. Voilà.